À la une de l'actualité de ce samedi, premier sommet des chefs d'État de l'AES, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est présent dans la capitale nigérienne depuis ce vendredi. Accueilli à sa descente d'avion par le président de la République du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré a eu droit à un bain de foule tout au long de son périple. Les images de son arrivée à suivre au cours de ce journal. Et à la une également, 10 nouveaux contrôleurs d'État intègrent désormais l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC. La prestation de serment a eu lieu devant le président du Conseil constitutionnel. On fait le point dans un instant. Et enfin, dans ce journal, nous parlerons infrastructure avec l'ambition des autorités de procéder à la réalisation de 800 logements de type F2, F3, F4, ainsi que des bâtiments à niveau construits dans le cadre du projet de la Cité de la Renaissance. Ces infrastructures verront le jour dans le quartier Baseko de Ouagadougou. Restez avec nous pour les détails. Voici donc pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Les chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont réunis en ce moment du côté de Niamey au Niger pour le premier sommet des autorités de l'AES. Arrivé hier après-midi, le président du Faso a été accueilli par son homologue nigérien ainsi qu'une forte délégation. Tout autour de l'aéroport international Diori Amani, des milliers de personnes se sont mobilisées pour accueillir le capitaine Ibrahim Traoré, qui a ainsi eu droit à un bain de foule. À travers ce sommet, les 3 chefs d'État de l'AES échangeront autour des questions de sécurité, de défense, de lutte contre le terrorisme, d'échanges économiques et bien d'autres sujets d'intérêt commun. À noter que le président du Faso échangera également avec la communauté burkinabé vivant au Niger. Nous y reviendrons plus largement au cours de nos prochaines éditions. Et dans la suite de ce journal, la veille avant son départ pour ce sommet de l'AES, le capitaine Traoré a reçu en audience une délégation de stagiaires militaires issus de la 36e promotion de l'école d'état-major nationale de Koulikoro au Mali. Ces militaires sont au Burkina dans le cadre d'une visite d'études. Ils sont venus présenter leur civilité au président du Faso et recueillir ses instructions et conseils. Le directeur des écoles militaires du Mali, le colonel de brigade Moussa Kanté, a fait le point des échanges à l'issue de l'audience. Le président du Faso nous avait l'insigne honneur de nous recevoir ce matin pour lui présenter nos respects et recueillir ses instructions et ses conseils. C'est dans ce cadre qu'il nous a fait bien comprendre, et surtout à l'attention des stagiaires qui sont en fin de formation, le rôle crucial que doit avoir l'officier aujourd'hui dans le cadre de la vie de nos États. Cet officier ne doit plus se contenter d'être un porteur d'armes, mais doit être un véritable leader. Et cela pour ses subordonnés et pour le peuple. Ce sont en gros les conseils que le président a eu à prodiguer aux stagiaires et à l'encadrement. Aujourd'hui, ces 3 pays sont dans le cadre d'une alliance appelée l'Alliance des États du Sahel, qui fait face au terrorisme, qui par définition est un conflit asymétrique. Le président nous a instruit de revoir nos curricula, de revoir les formations afin d'être à mesure d'apporter la sécurité à laquelle nos populations légitimement aspirent. Nous nous y mettrons. Direction à présent la primature où le chef du gouvernement, Apollinaire Kielem de Tambela, a reçu en audience 2 délégations dont la première est celle de l'université Thomas Sankara. Conduite par son président, elle est venue exposer les objectifs de son 2e colloque qui se tiendra le 25 juillet prochain. La seconde audience a concerné une délégation des Nations Unies qui est venue faire le bilan de sa rencontre avec les partenaires burkinabés dans le cadre d'un renforcement de coopération avec le pays des hommes intègres. Alexis Wenkouni, Belem Naba.
Reçue par le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, cette délégation conduite par le président de l'université Thomas Sankara est venue exposer les objectifs de son colloque. Deuxième du genre, l'ouverture de cette nouvelle édition est prévue le 25 juillet prochain dans le dit institut. Il sera présidé par le chef du gouvernement. La question des politiques de développement endogène face aux crises sera l'une des problématiques abordées à ce colloque, précise le professeur Pam Zaounongo. La présente édition porte sur le terme politique de développement endogène. Quelle solution pour les crises? Et donc nous sommes venus d'abord dire merci à son Excellence parce qu'il a accepté de parrainer l'activité. Plusieurs disciplines, notamment l'économie, le droit, la sociologie, les historiens, parce qu'on n'a pas souvent la même façon de voir ces politiques endogènes-là. Donc dans chaque session parallèle, les gens vont discuter et nous avons déjà plus d'une vingtaine de communications qui sont là, qui seront réparties dans ces différentes dimensions. À la suite du président de l'université Thomas Sankara et son équipe, c'est une délégation des directeurs régionaux des Nations Unies qui a été reçue par le chef du gouvernement burkinabé. Cette délégation, avec à sa tête le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel, dit venir rendre compte de ses échanges avec ses partenaires, mais aussi recevoir les orientations du Premier ministre. L'assurance de la cohérence des interventions de cette organisation dans certains secteurs clés ont été relevées par Abdoulaye Madjaï. Assurer que ce que nous faisons est en interface avec les autres partenaires et surtout aller à l'échelle. Aller à l'échelle dans l'appui que nous donnons au gouvernement. Nous avons convenu avec le gouvernement d'un certain nombre de programmes intégrés, 3 essentiellement, qui vont être portés à l'échelle. Le premier, c'est à la demande du gouvernement, travailler sur tout ce qui est aspect nexus. L'intégration entre les questions de paix et de sécurité, les questions humanitaires et les questions de développement. Et donc les Nations Unies vont appuyer ce programme-là. Le deuxième programme, c'est tout ce qui est sur la stabilisation et les investissements dans les régions frontalières et transfrontalières, parce que nous sommes ici dans un pays de l'Alliance des États du Sahel. Et le troisième programme intégrateur que nous allons avoir avec le gouvernement, c'est tout le système alimentaire qui va naturellement toucher le système agricole. Pour ce qui est du colloque prévu le 25 juillet prochain, les meilleures contributions seront capitalisées et publiées sous forme d'ouvrages et mises à la disposition du public, ainsi qu'aux autorités afin qu'elles puissent s'inspirer, indique le président de l'université Thomas Sankara. La délégation des directeurs régionaux des Nations Unies repart elle aussi satisfaite des orientations du chef du gouvernement burkinabé, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Tout autre chose à présent, le Conseil d'orientation stratégique chargé d'impulser toutes les actions qui concourent à la valorisation, la protection et la prise en charge des héros, martyrs et invalides de la nation s'est réuni en session ordinaire à Ouagadougou. Les membres ont eu droit à une présentation des différents comités techniques et ont également eu droit à une communication sur le rapport d'activité 2023 et 2024 pour amendement et adoption. Le compte-rendu est signé Fatima Tanikiema. Le Burkina Faso veut reconnaître et valoriser l'engagement des citoyens burkinabés qui ont perdu la vie ou se retrouvent dans un état d'invalidité après avoir défendu des causes d'intérêt nationaux. Le législateur burkinabé adoptait respectivement donc le 10 juin et le 17 juin 2022 les lois portant statut de pupilles de la nation, de héros de la nation, de martyrs et d'invalides de la nation. En application de ces lois, le gouvernement a mis en place une commission nationale chargée d'instruire les requêtes relatives à la qualité de héros, de martyrs et d'invalides de la nation. Et parmi les principaux organes de cette commission figure le Conseil d'orientation stratégique COS. Il a pour objectif de travailler à la valorisation, à la protection et à la prise en charge des héros, des martyrs et des invalides de la nation. Toute nation se doit d'honorer la mémoire de ses héros en les constituant comme des référentiels. Et surtout, vu le contexte particulier que nous vivons, nous devons d'exalter le patriotisme et de célébrer les actes de nos dévanciers, d'être dignes de ceux qui nous ont dévancés, afin que ceux qui vont venir après nous soient fiers de nous. Les membres de ce conseil réunis en session ont pris connaissance du rapport d'activité 2023 des comités techniques et du programme d'activité 2024 de la Commission. Une présentation à la suite de laquelle les membres du Conseil ont fait des propositions d'orientation. Le programme d'activité 2024 peut donc suivre son cours.
Dans le programme d'activité, il s'agit essentiellement de recevoir les dossiers sur les différentes qualités que je viens de donner, héros, martyrs et invalides de la nation, de les examiner et de, bien entendu, transmettre au Conseil d'orientation scientifique, stratégie du moins, qui va adopter, bien entendu, les différents textes légaux pour que ces personnes qui auraient été reconnues et qui remplissent les critères puissent bien être reconnues et bénéficier naturellement des avantages. Et pour que ces personnes puissent jouir de ces avantages, il faut que la Commission nationale, à travers le Conseil d'orientation stratégique, analyse et coordonne l'ensemble des activités des différents comités. Notons que le budget total de l'ensemble des activités s'élève à 79 215 000 francs CFA. Parlons de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, qui a accueilli 10 nouveaux contrôleurs d'État hier vendredi. Nommés le 14 juin dernier, ils ont officiellement prêté serment devant le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéré. Ce dernier a invité les nouveaux contrôleurs à veiller à la bonne utilisation des ressources publiques. Revivons la cérémonie de prestation de serment avec Sanata Siri. Je jure et prends solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts. Ce acte solennel marque l'entrée en fonction de ces contrôleurs d'État nommés en Conseil des ministres au compte de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC. Désormais, ils sont aptes à mettre leurs compétences et expériences au service de la nation. À l'issue de leur prestation de serment, le président du Conseil constitutionnel a tenu à rappeler à ces nouveaux contrôleurs d'État le sens du serment qu'ils ont prononcé en tant que garant de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'égalité des actes de l'administration publique. À partir de cet instant, leur mission c'est de prévenir entre autres la corruption et les infractions assimilées, lutter contre la corruption et assurer le contrôle administratif interne. Vous êtes appelés à exercer votre fonction avec impartialité, indépendance, honnêteté, dignité et loyauté. Votre vigilance doit être permanente, car de votre rigueur dépend la confiance des citoyens dans votre institution. Votre engagement aujourd'hui est aussi un engagement moral. Vous devez faire preuve d'une éthique irréprochable et d'un sens élevé du service public. Les valeurs que vous incarnez sont celles qui guideront notre pays vers une administration plus juste, plus efficace et plus respectueuse des intérêts de ses concitoyens. Ces nouveaux contrôleurs d'État disent être conscients de la lourde responsabilité qui leur incombe. Ils comptent tout mettre en œuvre pour être à la hauteur des attentes du peuple burkinabé. Nous en avons en tout cas conscience. Nous savons que prendre l'engagement devant un peuple, en tout cas, n'est pas quelque chose, n'est pas une chose vile. Voilà, c'est nous permettre d'être, en tout cas, donner davantage le meilleur de nous-mêmes, d'être davantage, en tout cas, intègre, de défendre davantage l'intérêt du peuple burkinabé. Donc, ce qui fait que nous arrivons quand même à mesurer la lourdeur, en tout cas, de cette fonction que nous venons d'incarner. Et nous, en tout cas, témoignons encore une fois de plus, en tout cas, notre engagement à pouvoir servir loyalement le peuple burkinabé, surtout dans la lutte contre la corruption et le respect de la légalité dans le fonctionnement de l'administration publique en général. Pour le contrôleur général d'État adjoint, ce renforcement de l'effectif va permettre à l'ASE-LC de consolider ses performances au grand bonheur des populations. Bon, déjà, l'institution est très heureuse de recevoir donc ce renforcement de capacités. Donc, comme c'est dit dans le serment, ce que nous attendons d'eux, c'est vraiment d'apporter leur pierre à la promotion de l'intégrité, la transparence, la lutte contre la corruption au niveau du pays, parce que les attentes sont fortes. Donc, on avait besoin de ces 109 pour pouvoir nous engager pleinement à l'atteinte des objectifs de lutte contre la corruption. Au nombre de 10, ces contrôleurs d'État sont des experts issus de divers domaines. Ce sont notamment des juristes, des économistes planificateurs, des spécialistes en passation des marchés, ainsi que des administrateurs du service financier. Cette prestation de serment devant le Conseil constitutionnel est fondée sur l'article 26 de la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'ASE-LC.
Justice dans ce journal avec la suite du dossier. Affaire dite appel à incendier le palais du Mogonaba. Les 6 co-détenus étaient de retour devant la cour d'appel de Ouagadougou hier vendredi. On se souvient que le 21 juin dernier, le conseil des accusés et détenus avait formulé une demande de mise en liberté provisoire de leurs clients pour plusieurs motifs, dont des raisons de santé. C'est un délibéré qui, une fois de plus, a été renvoyé au rôle général pour reprogrammation, chose qui pour Maître Paul Kéré est peut-être décourageant, mais il garde tout de même espoir pour le 19 juillet prochain, date choisie pour la délibération. Amadou Bourema. Les détenus dans l'affaire dite appel à incendier le palais du Mogonaba doivent encore attendre pour être situés sur leur demande de liberté provisoire. Après leur entrée dans la salle d'audience à 8h, c'est finalement à 18h que les co-détenus Marcel Tankwano, Désiré Ginko, Abdul Karim Bagian Dilota, Pascal Zaïda, Boukari Tapsoba et Karim Kone ont pu faire face au tribunal. Le délibéré est renvoyé par la cour d'appel de Ouagadougou au 19 juillet prochain. Des raisons principales ont motivé cette décision. Il s'agit de l'absence des témoins et d'un dispositif pour écouter un élément sonore contenu dans le dossier. Nous avons fait une demande incidente de mise en liberté provisoire. La Cour a été très attentive à nos demandes de mise en liberté provisoire parce que les moyens utilisés étaient vraiment pertinents, mais a mis le délibéré sur la demande de mise en liberté provisoire au 19 juillet. Donc le 19 juillet, nous espérons vraiment une liberté provisoire pour l'ensemble de nos clients parce que le parquet même a requis que le parquet général ne s'opposait pas à la demande de mise en liberté provisoire qui a été formulée par les conseils. Les déclarations des différents témoins sont déjà consignées dans les procès verbaux. Au dire donc de Maître Paul Kéré, membre du conseil de la défense de Marcel Tankwano, le 19 juillet prochain, même si ces derniers ne sont pas présents, le conseil des détenus va s'autoriser à demander à la Cour de juger ce dossier tout en espérant enfin avoir un dénouement heureux pour les clients. C'est une déception parce que nous avons cru que lorsque le parquet général avait requis que nos clients soient mis en liberté provisoire, que la Cour, dans son infinie sagesse, allait immédiatement les mettre en liberté provisoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais nous ne désespérons pas de la Cour parce que les moyens qui ont été soulevés, et vous en conviendrez avec moi, sont des moyens pertinents et sérieux. Pour Maître Paul Kéré, il est grand temps de tourner cette page car le Burkina Faso a bien d'autres chantiers plus importants. En rappel, c'est le 7 juillet 2023 que le tribunal des grandes instances de Ouaga 1 avait rendu sa décision sur ce dossier. On vous le disait en titre, les autorités burkinabées ambitionnent de procéder à la réalisation de 800 logements de type F2, F3, F4 ainsi que des bâtiments à niveau. Construits dans le cadre du projet de la Cité de la Renaissance, ces infrastructures verront le jour dans le quartier Bassinko de Ouagadougou et c'est les ministres en charge de l'habitat et celui des infrastructures qui ont officiellement lancé les travaux de cette cité. Elle sera bâtie sur un espace de 75 hectares viabilisé et abritera 800 logements de type économique ainsi que des appartements. Le coût global de la réalisation de ce projet est estimé à 28 milliards de francs CFA. Serge Bassolé nous en dit plus. Bientôt, 800 logements de type F2, F3, F4 et des R+, sortiront de terre sur cette superficie de 75 hectares située dans le quartier Bassinko de Ouagadougou. Ces logements seront construits dans le cadre du projet de la Cité de la Renaissance piloté par le Centre de gestion des cités CGCI. Et pour la matérialisation de cette idée, la pose de la première pierre est effectuée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme accompagné du ministre des Infrastructures. Pour le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mikailou Sidibé, la Cité de la Renaissance est un pilier du programme Burkina Denkauso engagé par son département et qui entend construire 50 000 logements d'ici 2028. Il faut dire que ce projet s'inscrit en tout cas dans la forte volonté du gouvernement de pouvoir mettre à la disposition des citoyens des logements décents. Donc ça fait partie de la politique du ministère qui ambitionne dans les années à venir s'appuyer sur les promoteurs publics de l'État que sont CGCI mais aussi la Sonature, mais également avec l'accompagnement du privé pour pouvoir produire en masse des logements pour permettre aux Burkinabés de pouvoir en tout cas se loger décemment.
Et les instructions ont été données également à CGC de travailler de concert avec en tout cas les concessionnaires des réseaux que sont Sonabel et puis Onea pour que dès que les villas sont disponibles, les logements sont disponibles, que la viabilisation puisse suivre. La première phase du projet de la Cité de la Renaissance comportera des logements économiques villas pavillonnaires. Selon Gontali Martinki, directrice générale du Centre de gestion des cités CGC, les inscriptions pour l'obtention des logements ont d'ores et déjà débuté. La Cité de la Renaissance est un entier. La Cité de la Renaissance comporte des immeubles et des pavillonnaires. Les immeubles sont composés en gros de 504 appartements et aussi les pavillonnaires qui sont de 300. La première phase, c'est les logements économiques, villas pavillonnaires de type F2, F3 et F4. Les F2, c'est chambre, salon, cuisine et puis voilà. F3, c'est 18 900 000 et le type F4, c'est 29 900 000. Je souligne que les types F4, c'est des logements tout finis. Des logements tout finis. Les paiements, c'est étalé sur 5 ans. Déjà, la souscription, nous demandons 30% et le reste des paiements sur 5 ans. La construction de la Cité de la Renaissance est estimée à plus de 5 milliards de francs CFA. À noter que dans le cadre de la réalisation de la Cité de la Renaissance, des immeubles à plusieurs niveaux seront construits le long du rond-point central de Bassinco. Des immeubles qui abriteront des appartements, des zones commerciales et des espaces récréatifs. Les ministres ont eu droit à une visite des villas témoins déjà réalisées sur le site. Et du sport pour clore ce journal, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'est tenu le 4 juillet dernier. Le Burkina Faso est logé dans le groupe L avec des équipes comme le Sénégal, le Malawi et le Burundi. Une position qui pour certains acteurs de football peut être avantageuse pour les étalons. Les différents points de vue avec Yassine Sawadgo. Les étalons du Burkina Faso sont dans la poule L avec le Sénégal, le Malawi et le Burundi pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le 11 national tentera d'arracher son 14e ticket pour Maroc 2025. Pas impossible pour les étalons puisque le Malawi et le Burundi semblent prenables quand on revisite les rencontres de ces trois pays. Le gros morceau reste le Sénégal, mais pas impossible également selon ces acteurs que nous avons rencontrés. Quand on regarde la prestation des équipes lors de la dernière CAN, on sent que ça serait difficile parce que présentement il n'y a plus de petites équipes. Si c'était avant, on disait que les deux équipes là c'était à notre portée. Mais présentement, quand on regarde l'évolution de leur football, ça serait difficile. Mais je pense qu'avec le groupe des étalons, l'essentiel est que les joueurs même puissent s'entendre. C'est ça, souvent on parlait depuis longtemps. Il y a des matchs qu'il ne faut pas s'amuser, il faut toujours prendre les points. Mais voilà, on s'est amusé et on n'est plus tête de poule. Et c'est ce qui nous a valu ça. Bon, mais quand même, le groupe, elle est toujours prenable. C'est un groupe qui est toujours prenable. Bon, je pense que les étalons peuvent en tout cas s'en sortir. Comme c'est des équipes qu'on veut, je pense que les étalons peuvent toujours s'en sortir. Le groupe est jouable. Le Sénégal, bon, qui est le favori ici, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas peur du Sénégal. Le Sénégal même connaît que voilà, la toute dernière l'avant-dernière CAN au Cameroun, Aliou Cissé a dit que pour jouer contre le Burkina Faso, il ne faut pas se jeter. Il faut les attendre et exploiter les petits détails, leurs joueurs. Sinon, si vous rentrez dans les Burkinabés, vous n'allez pas pouvoir les gagner. Et c'était le cas. Vous avez suivi au Cameroun. Voilà. Pour ce qui concerne les deux capitaines, à savoir Bertrand Traoré, Issoufou Dayo, y compris même Hervé Kofi, ces acteurs rêvent leur retour dans le groupe. C'est des leaders du groupe. Quand on dit leader, ça se sent. Ça se sent. Je pense que les joueurs écartés, même s'ils ne jouent pas, s'ils sont dans le groupe, je pense que le groupe sera plus motivé. Mais maintenant, nous aussi, on écoute ce qu'on dit, ce qu'on est en train de parler. Personne ne peut rentrer dedans puisque nous ne sommes pas là-bas. Nous, on ne fait qu'écouter et puis analyser. Humainement parlant, il faudra que quand même nous reconnaissions que nous avons failli.
les 3 joueurs-là, ils ne méritent pas ce qu'on les a fait. Sincèrement, ils ne méritent pas ce qu'on les a fait. Bon, moi, je ne sais pas maintenant comment est-ce qu'il faut les manager pour qu'ils acceptent de revenir dans ces mêmes conditions-là. Surtout que si c'est toujours l'entraîneur qui les a fait partie, qui est toujours là, franchement, je ne sais pas comment ça pourra s'arranger. Dans le football, on ne badine pas. Il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire, les humeurs des gens, là, il faut qu'on laisse ça. Il faut qu'on laisse les humeurs des gens pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons donner l'exemple. Le Burkina Faso, il est temps de donner l'exemple que des gens aussi puissent copier. Les petites nations de football doivent copier avec nous. Si on rentre dans les humeurs des gens, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, qui lui a dit quoi avant qu'il ne s'asseye, et que voilà, c'est parti pour écarter des gens. Moi, je crois que ce n'est pas sérieux. Selon eux, le Burkina Faso est une grande nation de football. Mais il faut forcément que les premiers responsables aillent dans le même sens. Le tirage au sort a été effectif ce jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud, et la première journée des éliminatoires est prévue se jouer septembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Linda Sarah Kabouré vous retrouve à 20h pour une autre session d'information. Mais en attendant, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.